Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, je crois qu'on peut le dire. Ah oui, un sacré monument. Des extraits du livre de Thomas Metzinger, Being No One. Et je préviens tout de suite, notre mission, ça va être de décortiquer une théorie, disons, Qui secoue un peu. voilà, qui secoue une théorie sur la conscience et le soi, qui est fascinante, mais qui risque de faire voler en éclats quelques-unes de nos certitudes les plus intimes. Alors, le point de départ, la thèse centrale de Metzinger, c'est une véritable provocation. Hmm. Il affirme sans détour, personne n'a jamais été ou eu un soi. Cette sensation, pourtant si profonde, d'être quelqu'un, Un agent, un pilote dans le cockpit. exactement, ce serait une illusion, une construction. C'est une affirmation qui a de quoi déstabiliser, c'est certain. Mais attention, il est crucial de bien la comprendre. Metzinger ne dit pas que l'expérience subjective n'existe pas. Ah non, au contraire. Au contraire, c'est le cœur de son sujet. Ce qu'il remet en cause, c'est l'idée que ce soi est une chose, une entité. Pour lui, ce n'est pas une chose, c'est un processus. D'accord. Et il propose sa théorie du modèle du soi. En fait, notre cerveau construit en permanence un modèle de nous-mêmes, et c'est l'activité de ce modèle qui génère l'expérience d'être un soi. Et c'est là que les sources nous donnent une analogie que j'ai trouvée absolument brillante. La vitre transparente. Oui. Ce modèle du soi est transparent. C'est comme regarder à travers une vitre parfaitement propre. On ne voit pas la vitre. On voit à travers elle. Voilà. Et du coup, on ne fait jamais l'expérience de notre modèle du soi en tant que modèle. On se confond complètement avec son contenu. On pense être le personnage alors qu'on est le résultat du processus qui le génère. C'est exactement ça. On ne se dit jamais, tiens, mon modèle neuronal de moi-même est en train de représenter la couleur rouge. Non, on se dit juste « je vois du rouge Voilà. Le modèle est si efficace qu'il s'efface. C'est l'interface utilisateur parfaite. Elle est invisible à l'utilisateur. ». Alors, pour bien comprendre ce concept de modèle du soi, il faut peut-être reculer un peu. Regardez comment Metzinger définit l'expérience consciente elle-même. Les textes font une distinction très claire entre représentation mentale et... Représentation phénoménale. C'est ça. La représentation mentale, si j'ai bien tout suivi, c'est juste du traitement d'infos. Ça peut être totalement inconscient, comme mon cerveau qui régule ma pression artérielle. Tout à fait. Mais la représentation phénoménale, ça, c'est l'effet que ça fait. C'est l'expérience vécue. C'est ça. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui fait basculer une info du statut de simple traitement à celui d'expérience consciente? Et la réponse, c'est... La réponse de Metzinger, c'est un concept clé, la disponibilité globale. C'est une idée, je trouve, très élégante. Une information ne devient consciente que si elle est accessible en même temps à plein de sous-systèmes de notre esprit. Elle est mise sur la place publique, neuronale en quelque sorte? C'est une bonne image, oui. Elle n'est plus dans son coin. D'accord, disponibilité globale, ça sonne un peu technique. Concrètement, ça implique quoi? Il la décompose en 3 capacités. La première, c'est la disponibilité pour l'attention guidée. C'est la capacité de diriger son projecteur attentionnel interne sur un état mental. Attendez, ça c'est ce qu'on fait quand on médite par exemple. Quand on se dit « ok, je me concentre uniquement sur la sensation de l'air qui entre dans mes narines ». Précisément, c'est l'introspection active. La deuxième, c'est la disponibilité pour le traitement cognitif. C'est-à-dire? Non seulement on peut y prêter attention, mais on peut penser à son sujet. On peut former des concepts, se dire cet air est frais, ma respiration est rapide, comparer. L'info est dispo pour la pensée, quoi. Voilà. Et la troisième, c'est la disponibilité pour le contrôle de l'action. Ah oui. L'information peut être utilisée pour initier, pour guider des actions volontaires. Si je ressens une douleur à la main, je peux utiliser cette info pour déclencher l'action de la retirer. Et c'est là qu'un exemple des sources m'a vraiment marqué, ce cas de la vision aveugle, le blind sight. C'est une histoire de fou, ça. Ah, c'est un cas d'école fascinant. Racontez un peu. On a un patient avec une lésion dans son cortex visuel. Une partie de son champ de vision est objectivement aveugle. Si on lui demande, il dit « je ne vois rien ». Un trou noir. Un trou noir dans son expérience. Mais, et c'est là que ça devient étrange, si on met un objet, une croix par exemple, dans cette zone aveugle et qu'on lui demande de deviner où elle est en pointant du doigt, Il y arrive. il y arrive avec une précision bien supérieure au hasard. Ce qui prouve que l'info visuelle, elle est bien traitée quelque part. Il y a une représentation mentale de la croix. Exactement, l'info est là. Mais, Elle n'est pas globalement disponible. d'accord? Elle n'est pas accessible à son attention ni à sa cognition. Il ne peut pas se dire « je vois une croix », ni au contrôle de son action volontaire. Il peut faire un geste de pointage presque réflexe, mais il ne peut pas décider de la saisir.
C'est l'illustration parfaite d'une info qui reste mentale mais qui ne devient jamais phénoménale. Voilà, elle n'est pas consciente. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Mais alors que je commençais à peine à digérer ça, les textes de Mettinger prennent un virage, presque de la science-fiction. Ils ne parlent plus seulement de représenter le monde, mais de le simuler. Oui, et c'est un changement de perspective fondamental. Pour Mettinger, le cerveau n'est pas une machine à réagir, c'est une machine à simuler des mondes possibles. Comme dans les rêves. Les rêves, les fantasmes, quand on planifie ce qu'on va dire à une réunion, ce sont des simulations. Et la perception du monde réel alors, dans tout ça? Pour lui, la représentation du réel n'est en fait qu'un cas très particulier de simulation. C'est une simulation qui a une contrainte énorme. Laquelle? Elle doit être constamment mise à jour et validée par les données qui viennent de nos sens, nos yeux, nos oreilles. C'est une simulation qui essaye de coller à la réalité. Et c'est ça qui l'amène à utiliser cette expression choc. Il décrit notre état de conscience à l'éveil comme une hallucination en ligne. Le mot hallucination est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fort, oui. Ça veut dire que ce qu'on expérimente comme étant la réalité, ce n'est pas un contact direct avec le monde. C'est le modèle du monde. C'est le modèle que notre cerveau génère de l'intérieur. C'est une construction, une hypothèse sur ce qui est là dehors. La seule différence avec un rêve ou une hallucination pathologique, c'est que cette construction est bridée, contrainte par les données sensorielles. Donc nos sens ne nous donnent pas la réalité. Non, ils corrigent en temps réel l'hallucination que notre cerveau projette. Le rêve, lui, c'est une hallucination hors ligne. Elle est libérée de cette contrainte. L'implication est... Vertigineuse. Ça veut dire que le maintenant, cet instant que j'ai l'impression de toucher, n'est lui-même qu'une simulation. C'est l'idée la plus troublante. Imaginez être né et avoir toujours vécu dans un simulateur de vol ultra perfectionné. D'accord. Pour vous, le simulateur, c'est la réalité. Vous n'avez aucun moyen de savoir que c'en est un. C'est notre situation. On est enfermé dans le cinéma de notre propre esprit. Et on ne sait même pas qu'on est au cinéma. Voilà. Et Metzinger donne un nom à ça. La fermeture auto-épistémique. On est des systèmes qui, par leur constitution même, ne peuvent pas savoir qu'ils sont basés sur un modèle. Mon cerveau commence à fumer sérieusement. Mais si on accepte cette idée folle que notre expérience est une simulation, de quoi est-elle faite? Quels sont les pixels de cette image? Les fameux qualia. Oui, les qualia, la sensation brute de voir du rouge, la douleur d'une piqûre. Et là encore, Metzinger arrive et dit que ça n'existe pas. Ça, j'avoue, ça me semble nier l'évidence même de mon ressenti. Je comprends là l'élection. Ça semble être l'affirmation la plus contre-intuitive de toutes. Mais pour être juste, il ne dit pas que l'expérience du rouge n'existe pas. Il dit que les qualia, définis comme des briques d'expérience simples, stables qu'on pourrait reconnaître, N'existe pas. n'existent pas. Son argument, qui s'appuie sur Diana Raffman, est très subtil. Il repose sur une distinction entre deux de nos capacités, discriminer et identifier. D'accord, discriminer et identifier. La différence. On est des créatures incroyablement douées pour discriminer. On prend deux nuances de couleurs très proches, on les met côte à côte et on est capable de dire « oui, elles sont différentes Notre système perceptif est très fin. ». Très fin. Mais notre capacité d'identification, elle, est très très faible. Ah, c'est là qu'intervient l'exemple des nuanciers de couleurs. Je crois que je vois où ça mène. Exactement. Imaginez 50 nuances de rouge, très proches. Rouge 1, rouge 2, etc. Si je vous montre rouge 31 et rouge 32 côte à côte, vous me direz sans problème qu'elles ne sont pas identiques. Vous les discriminez. Oui. Mais si je vous montre rouge 31 seul aujourd'hui et que je reviens demain et vous le remontre, Impossible de dire « Ah oui, ça c'est bien rouge 31 et pas rouge 32 ». vous êtes totalement incapable de l'identifier avec certitude. Parce que notre mémoire perceptive n'est pas assez précise pour ça. Précisément. Et c'est là tout le paradoxe. Pour la plupart de nos expériences sensorielles fines, on n'a pas de critères d'identité interne stables. On ne peut pas les reconnaître. Et c'est pour ça, selon Metzinger, qu'elles nous semblent ineffables. Impossible à décrire. Ce n'est pas que le langage est trop pauvre. C'est notre propre cognition qui est incapable de les saisir comme des objets mentaux stables. Donc, quand je dis « je ne trouve pas les mots », en réalité, c'est mon esprit qui ne trouve pas le concept pour l'épingler. C'est une idée très forte. Mais alors, si les qualia n'existent pas, comme ça, qu'est-ce qui constitue la matière première de notre expérience? Il propose quoi à la place? Il propose le concept de contenu présentationnel. C'est un contenu qui est par nature non conceptuel. C'est-à-dire? Il est strictement lié à l'ici et maintenant, au stimulus présent. C'est la donnée brute qui nous permet de discriminer entre rouge 32 et rouge 33. Mais cette donnée, dans sa finesse, n'est pas disponible pour notre cognition, pour la reconnaissance. C'est comme un feu d'artifice? C'est une bonne analogie.
vif et détaillé dans l'instant, mais impossible à se remémorer parfaitement une seconde plus tard. Ce contenu présentationnel, c'est la matière première fugace de notre hallucination en ligne. D'accord. Essayons de rassembler les pièces de ce puzzle. Si je résume, on est parti de l'idée que le soi n'est pas une chose, mais un modèle, transparent, une interface invisible. C'est ça, à travers laquelle on expérimente le monde. Ensuite, on a vu que cette expérience elle-même n'est pas un contact direct avec la réalité. Mais une simulation de cette réalité, une sorte d'hallucination contrôlée par nos sens. Et enfin, on vient de voir que les pixels mêmes de cette hallucination, les qualités sensorielles, ne sont pas des briques stables qu'on peut connaître. Mais un contenu présentationnel éphémère qui glisse entre les doigts de notre pensée. C'est bien ça. Et le tout est enveloppé dans cette fermeture auto-épistémique. Cette impossibilité structurelle pour nous de réaliser qu'on est à l'intérieur du processus. On est condamné à prendre le produit final pour la réalité. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Si Metzinger a raison, si toute notre vie subjective, ce sentiment d'être un individu présent dans un monde réel, est construite sur cette fondation, eh bien une question fondamentale se pose. Quel type de connaissance de soi est encore possible si l'instrument même de cette connaissance, le soi qu'on ressent, est par nature une construction que nous sommes structurellement incapables de reconnaître comme telle?